Bonjour à tous et bienvenue en direct sur France 2 pour ce moment de recueillement dans la cour du Dôme des Invalides où la République s'apprête à rendre hommage ce matin à Lionel Jospin, homme qui a marqué évidemment la vie politique française pendant plus de 30 ans, ancien Premier ministre de Jacques Chirac pendant la cohabitation de 97 à 2002. C'est lui qui avait rassemblé la gauche au pouvoir dans ce qu'on appelait à l'époque la gauche plurielle avant cette sortie brutale du 21 avril 2002, éliminé au premier tour de la présidentielle. On va évidemment y revenir. Il avait annoncé ensuite son retrait de la vie politique. Vous voyez à l'image l'arrivée de plusieurs personnalités. On a vu Raphaël Glucksmann, on voit Anne Hidalgo à l'image et tant d'autres qui ont accompagné Lionel Jospin pendant ces années de pouvoir. On va évidemment y revenir avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, Christelle Méral, on vous retrouve depuis justement les Invalides avec Jean-Marc Ayrault à vos côtés. Quel souvenir vous gardez de Lionel Jospin? Comment vous lui en même temps nostalgique d'une certaine idée de l'engagement politique qu'incarnait Lionel Jospin. Et ça, je l'ai vécu personnellement puisque je présidais le groupe des députés socialistes, 250 députés, et Lionel Jospin était Premier ministre après la dissolution de Jacques Chirac. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé étroitement avec lui. C'était un vrai chef, mais c'était aussi un chef d'équipe. Et qui mettait très haut la notion de responsabilité personnelle, du sens de l'État, du sens du service public, et qui était un homme vraiment profondément intègre, exigeant intellectuellement, et cohérent politiquement. Et puis en fait, on a fait fonctionner les institutions malgré la cohabitation, avec un Premier ministre qui s'appuyait sur une majorité parlementaire, la fameuse majorité plurielle. Une forme d'exemplarité. Une forme d'exemplarité qui nous inspire aujourd'hui dans ces temps troublés. Je le crois vraiment. Je vous dirais franchement, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ne sont pas socialistes, pas forcément de gauche, mais qui avaient beaucoup d'estime pour Lionel Jospin. C'est une époque, alors on pourrait dire que c'est du passé. Non, on peut encore repartir de l'avant avec de telles expériences et de tels exemples. Merci. Voilà pour les propos de Jean-Marc Ayrault. C'est évidemment aussi toutes les personnalités qui étaient membres de ce gouvernement de la gauche plurielle à partir de 97 avant l'hommage national présidé par Emmanuel Macron qui va débuter à 11h précisément devant le Dôme des Invalides. Écoutez notamment Bernard Kouchner et Pierre Moscovici. Ils étaient à nos micros il y a quelques minutes. Monsieur Kouchner, à quoi vous pensez quand vous pensez à Lionel Jospin? À l'amitié en politique et même à l'amitié tout court parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, voilà. Qu'a signifié cette amitié toutes ces années? Qu'est-ce que signifie l'amitié, madame? C'est un peu gros pour vous dire maintenant. Beaucoup d'affection. Monsieur Moscovici, bonjour. Pour France 2, est-ce que vous pouvez nous dire quelle émotion vous avez ce matin? Vous aviez dit que c'était un ami qui avait compté énormément. Pour moi, Lionel Jospin a été un mentor. J'ai commencé ma vie publique avec lui il y a 40 ans, presque jour pour jour. C'était un maître dans l'art de la politique. J'avais été son conseiller, son ministre. Et puis c'était un ami, oui, c'était une personne pas toujours expansive, mais extrêmement affectueux, fidèle, un homme assez exceptionnel. Et moi, ce qui me frappe, c'est que cet hommage est national. C'est-à-dire que bien sûr, il y a les gens de gauche, et toute la gauche est là. Mais il y a aussi d'autres personnes. Quand on marchait dans la rue avec lui, les gens de gauche lui disaient « la gauche était belle avec vous ». Et les gens de droite disaient à quel point il l'estimait, le respectait. C'était évidemment une grande et belle figure de la gauche, mais c'est aussi et d'abord un homme d'État que la nation honore ce matin. Elisabeth Borne qui est en train d'arriver en ce moment aux Invalides également. Pierre Moscovici qui avait été donc ministre délégué chargé des Affaires européennes en 97. Lionel Jospin qui est resté jusqu'au bout, une figure extrêmement respectée, rassembleuse à gauche. Et puis l'annonce de sa disparition dimanche qui a suscité une vive émotion dans toute la classe politique et bien au-delà chez les Français. On va en retrouver certains où Place Vauban où un écran a été installé pour que le public puisse suivre cette cérémonie. Sophia Dolé, vous êtes sur place. Oui, je suis effectivement là où se trouve le public, Place Vauban. Alors vous le disiez très justement, nous sommes juste devant l'écran géant qui a été installé pour permettre au public de vivre au plus près cet hommage national à Lionel Jospin. Et je suis avec Bernard, vous êtes là depuis 8h20 ce matin. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici ce matin? Que représentait Lionel Jospin? Pour moi, c'est avec Lionel Jospin la dernière grande conscience de gauche qui s'éteint quelques mois après Robert Badinter. Et il était impossible de ne pas venir lui rendre hommage, saluer tout ce qu'il avait fait pour la gauche, bien sûr, mais aussi
pour la France et pour l'ensemble des Français. N'oublions pas qu'on lui doit de la reconnaissance de l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité à la CMU, au Pax, aux 35 heures. Donc tous ces acquis-là, c'est à lui qu'on les doit, à sa capacité à rassembler, à fédérer bien au-delà de simplement sa famille de gauche, l'ensemble des Français. Et donc pour moi, je suis aujourd'hui à l'endroit où je devais être. Merci beaucoup Bernard. Et donc les Parisiens, mais pas seulement, qui sont en train de venir au plus près des barrières pour assister à cet hommage national qui va démarrer dans les prochaines minutes. Et avec moi sur ce plateau pour commenter cette cérémonie, vous voyez le premier secrétaire du Parti Socialiste à l'image, Nathalie Sincré, qui est évidemment à mes côtés. Bonjour Nathalie, bonjour, notre éditorialiste politique à France Télévisions. J'accueille également Serge Raffi qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous, écrivain, journaliste, éditorialiste au Point et biographe de Lionel Jospin, avec ce livre qui était paru en 2001 au début de cette campagne présidentielle Jospin, secret de famille. C'était chez Fayard et Jeff Wittenberg. Jeff, c'est vous qui avez notamment suivi Lionel Jospin pendant cette fameuse campagne de 2002. On va pouvoir évidemment parler de nombreuses anecdotes du Jospin intime que vous avez pu fréquenter. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs de TV5 Monde qui nous suivent à travers le monde et qui sont avec nous ce matin pour cet hommage national à Lionel Jospin. Avant, je vous propose d'écouter un entretien, un extrait de cet entretien qu'il avait accordé en 2024 à Patrice Duhamel et Michel Cotta. C'était l'une des dernières fois où Lionel Jospin s'est exprimé en longueur pour l'INA. Regardez. J'ai eu la chance d'avoir dans ma vie politique, et peut-être aussi dans ma vie tout court, englobant la dimension personnelle et affective, plus de réussite que d'échecs, et plus de joie que de peine ou de déception. Plus de joie que de peine et de déception. On va réagir à cette phrase, mais d'abord François Hollande, qui est au micro de Christelle Méral et qui est arrivé également il y a quelques minutes aux Invalides. Un repère pour toute la gauche? D'abord, ça a été un acteur majeur de la gauche. C'est lui qui a accompagné François Mitterrand, à la fois avant 1980 puis après. C'est celui qui a reconstruit la gauche après un échec qui était celui de 1993, avec une élection présidentielle en 1995. Et puis il a été le Premier ministre de la gauche plurielle. Et quand il s'est effacé, à la suite du 21 avril, quand cette gauche plurielle s'est finalement fragmentée, eh bien, il a donné l'exemple de ce qu'est la responsabilité en politique et l'exemple aussi de ce que doit être toujours un engagement. Il n'a pas arrêté de penser la politique après 2002. Il a continué à être une référence et il disparaît aujourd'hui dans un contexte que l'on sait et il reste un exemple. Et donc, il représente avant tout les valeurs? Il reprend une pratique du pouvoir qui était une pratique très respectueuse du Parlement, des partenaires sociaux, y compris des acteurs politiques qui étaient dans son gouvernement. Et il représente aussi une volonté que la gauche peut aller jusqu'à un certain niveau d'audace et de réforme, tout en tenant compte des réalités économiques. Et je pense que ce message-là, il est encore présent. Merci. Merci. François Hollande au micro de Christelle Méral. J'ai eu plus de joie que de peine ou de déception, disait Lionel Jospin. C'était quoi ces grandes joies, Serge Raffi? Comment vous les résumerez? Je crois que ces grandes joies, c'est surtout la période où il est le patron du Parti Socialiste. Et dès 81? Moi, je pense que oui, bien sûr, parce que c'est une période où il découvre vraiment ce qu'est la relation au pouvoir. Il avait une relation très compliquée avec François Mitterrand. C'était en même temps un maître, et en même temps quelqu'un qui le, comment dirais-je, qui le tarabustait un peu. Il a voulu s'émanciper. Absolument. Et donc, alors la joie, je pense que quand il parle de joie, je pense qu'il parle plus de joie personnelle et de joie familiale, à mon sens, et pas forcément de politique. Nathalie Sincré, qu'on voit dans les propos également de François Hollande, c'est quand même la fin d'une époque dans le sens où c'est vrai que c'était une gauche qu'il avait réussi à rassembler. Et quand on parle de gauche plurielle, il faut se souvenir ce que c'était. C'est pas l'union de la gauche de 81, c'est encore plus loin. Il fait rentrer les écologistes dans cette union. Et malgré tout, il y avait une unanimité. Ils étaient d'accord sur l'essentiel. Unanimité, c'était pas une union factice juste pour gagner. On était d'accord avant sur un certain nombre de sujets, de programmes. Donc c'était quelque chose qui avait un peu de sens. Alors c'était la bonne époque, si on veut. Alors il y avait une croissance qui était importante. Il y avait ce qu'on a appelé une Dream Team dans le gouvernement. Alors la Dream Team, c'est impossible. Ça veut juste dire qu'il y avait un certain nombre de personnes de haut niveau, faut quand même le dire, dans l'expression, dans les idées, C'était des gens qui pensaient quelque chose. On a
plus eu souvent. C'est-à-dire qu'on connaît quasiment tous les noms de ce gouvernement on de les connaît, puis quand 97. vous les voyez, vous vous dites, Ce qui est oh pas là le là, cas le temps a encore passé. Mais de Elisabeth Guigou, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, Hubert Védrine, on peut penser ce qu'on veut d'eux, sur le fond. Mais c'était pas des gens qui étaient mous, qui étaient transparents. Et puis c'est vrai qu'il a fait un certain nombre de choses auxquelles il tenait. Alors les 35 heures, bonne chose ou mauvaise chose, ça a été débattu. La couverture maladie universelle, ça c'est quelque chose qu'il a voulu faire. Le Pax aussi, c'était un premier pas. Et puis c'était quelqu'un dont tout le monde dit que... Alors il y a l'éternel austère, c'est-à-dire quelqu'un, vous n'aviez pas envie d'aller lui pincer la joue en rigolant avec lui. Ça c'est évident. Mais à côté de ça, il savait être drôle. Ah ça, on va y revenir dans quelques temps. Alors, Parce qu'effectivement, c'est pas évident, quand on voit Lionel Jospin, de penser qu'il est drôle. Et pourtant, Jeff me le disait tout à l'heure... de la pudeur. C'est quelqu'un, il aurait fallu le torturer pour qu'il avoue quelque chose de personnel. Ça, Serge a dû le rencontrer. Mais quand on arrivait à le faire, on voyait que c'était effectivement quelqu'un d'autre. On va parler justement d'anecdotes autour de Lionel Jospin. D'abord, son ministre de l'économie, vous l'évoquiez, de 97 à 99. Dominique Strauss-Kahn, qui est arrivé il y a quelques minutes lui aussi. Je garde d'abord le souvenir d'un homme extraordinaire, droit, construit, au service des autres. Après, ça s'est traduit dans la politique. Mais avant tout, c'était un homme comme il y en a peu aujourd'hui. Après la politique, c'était un grand moment de la vie politique, parce que Lionel a réussi à rassembler tout ce qui faisait la gauche, à la fois la gauche militante, la gauche humaniste. Et c'est plus vraiment la situation aujourd'hui. Donc le sentiment que la France perd un grand homme d'État, au-delà du sentiment personnel de perdre un ami, est aujourd'hui très puissant et me rend très triste. Voilà, très triste, effectivement, dit Dominique Strauss-Kahn, son ministre de l'économie à cette période. C'est vrai que c'était une période faste pour la gauche, pour l'économie, Javis Tambert. Alors, austère. Austère, disent tous ceux qui décrivent Lionel Jospin, et pourtant lui ne se décrivait pas comme austère du tout. Il avait même trouvé une formule lors d'un voyage au Japon et dans l'avion, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les avions avec Lionel Jospin, on va en reparler sans doute. Il avait dit « je suis l'austère qui se marre ». Et donc, alors austère, on voit bien qu'il se marre, c'est pas évident. Mais il avait dit également, parce que dès les années 80, on lui disait « il paraît que vous n'êtes pas un marrant », on a revu ses archives à l'occasion de son décès, il dit « ah non, mais moi je trouve que je suis très marrant ». Et c'est vrai qu'il avait, il faut bien le reconnaître, une part d'autodérision. Il en a d'ailleurs joué, vous savez, il a joué son propre rôle dans un film qu'on verra tout à l'heure, où il disait cette phrase jospiniste aujourd'hui, c'est aussi rare qu'un canard mondarin sur l'île de Ré, ça vous donne l'idée. Puis il y avait ces fameux lapsus, on se souvient notamment lorsqu'il avait parlé de Jacques Chirac, vieilli, usé, fatigué, on en reparlera sans doute, il avait eu cette formule. Parlant de l'hypothèse où il serait élu, il a dit, comme ça, sans le faire exprès, dans l'hypothèse que j'appelle de mes vieux. Alors là, évidemment, rigolade générale autour de lui, et lui-même, finalement, ne le prenait pas au sérieux et savait rire de lui-même. Rigolade, en effet, vous dites au moment de ce lapsus, et pourtant, ces lapsus et cette campagne, elles ont eu des effets très cher. C'est difficile de savoir comment on peut expliquer le 21 avril 2002, l'élimination de la gauche au premier tour. Il y a probablement des dizaines de raisons. Mais c'est vrai que cette campagne ne s'est pas exactement passée comme il l'avait souhaité, comme il l'avait imaginé. Serge Raffi, comment il décrivait justement à ce moment-là cette campagne et s'il arrivait à expliquer ce fameux 21 avril? Il y a plein de raisons, ça a été dit, on le sait. Il y a celle qu'on connaît, c'est la pléthore de candidatures de gauche, qui est une folie absolue. 8 candidats de gauche. Ça, c'est la première chose. Mais ça, c'était aussi le signe qu'il était mal entouré à cette époque-là, parce qu'on a un peu oublié, peut-être que Jeff en parlera plus en détail, mais il s'était un peu isolé dans son bunker de Matignon, et il était entouré d'une équipe d'Euro-RCG, de pubeux, qui étaient un peu qui le faisaient rêver. Il était déjà élu avant d'avoir fait campagne, pratiquement. Et ça, c'est un vrai problème en politique. Et l'autre chose que moi, je pense profondément, c'est qu'il n'avait pas vraiment envie d'être président de la République. Ah oui, Serge ? Moi, je pense qu'il avait, dès le début, fait une campagne de second tour. Il n'imaginait pas l'hypothèse, et il l'a même dit 3 ou 4 jours avant, d'être éliminé le soir du premier tour, et il voulait, pardonnez-moi l'expression, se payer Jacques Chirac, même dans le slogan qu'il avait choisi, qui était présidé autrement. Certains, vous parliez de pubeux, mais en tout cas certains communicants autour de lui m'avaient expliqué qu'à travers le mot présidé autrement, il fallait comprendre de façon subliminale l'autre ment. Vous voyez où on en était? Ah oui. C'était de ce niveau. Les campagnes de les affiches de second tour étaient déjà prêtes et il ne se projetait que dans cette hypothèse. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle il a raté. Elisabeth Guigou en direct tout de suite sur France 2, son ancienne ministre de la Justice. Extraordinaire, voilà. Moi, c'était un ami proche de mon mari, de moi. Donc,
c'est une perte immense sur le plan amical. C'était une personne bienveillante, il était à l'écoute, il avait beaucoup d'humour. Et puis, il a rassemblé la gauche pour la dernière fois, il y a 30 ans. Hein. Et puis, il a ensuite gouverné avec une méthode formidable qui donnait un cap. Il décidait, après avoir beaucoup écouté, et ensuite il soutenait les ministres. Donc on savait où on allait. Voilà. Et pourquoi lui a réussi à rassembler la gauche? Écoutez, ça, c'est des commentaires politiques, vous verrez. Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, garde des Sceaux en 97. Il y a évidemment cette conquête du pouvoir et l'union de la gauche qu'il arrive à mener. On parlait de son caractère austère. Enfin, c'était aussi un homme qui imposait ses vues aux autres. Quelqu'un même parfois, disent ceux qui l'ont connu à l'époque, un peu rigide sur les idées, sur les principes. Il était rigide sur les idées, il était impressionnant physiquement. Et d'ailleurs, psychologiquement, François Mitterrand l'envoyait au charbon vers les communistes en se disant, lui au moins, je sais qu'à la première attaque, il ne se cachera pas sous la table. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas... Il l'a envoyé d'abord débattre face à Georges Marchais dès né en 1980. Et il s'est quand même plutôt bien débrouillé. Il faut se souvenir de ce que c'était le PC à l'époque. Oui, absolument. Disons que c'était quelque chose d'assez difficile. Alors rigide, oui, mais... Parce que c'était quelqu'un... Vous connaissez sa formation politique. Je pense que Serge connaît ça mieux que moi, mais il a eu une formation paramilitaire sur la politique. C'est pas... Il prenait les choses très au sérieux. Il était sérieux. Et moi, je me souviens, quand j'avais fait un portrait de lui, j'étais allée voir sa mère. Et j'avais dit à la mère de Lionel Jospin, citez-moi des bêtises qu'il faisait quand il était petit et tout. Et alors j'ai eu un blanc. Et elle me dit, ah oui, un jour, il est monté aux arbres, il a déchiré sa culotte courte. Et je lui dis, mais il n'y a pas d'autre chose. C'était ça sa plus grosse bêtise. Il n'y a pas d'autre chose. Et elle me dit, non, il mettait la table le soir. Sa mère était sage-femme et elle rentrait parfois des heures. Il me disait, il était très féministe. Quand je rentrais, tout était fait. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'était un homme parfait, loin de là. Mais c'était quelqu'un qui était profondément sérieux et qui croyait à ses idées et qui ne se laissait pas, mettre en position difficile. Il y a eu un hommage national déjà, un hommage à l'Assemblée nationale, qui a été célébré ce mardi dernier par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Les députés qui ont observé une minute de silence. Lionel Jospin, il faut le rappeler, qui avait été élu d'abord de Paris, puis de Haute-Garonne, à Sainte-Gabelle, son fief près de Toulouse, avant cet hommage national, donc en présence du chef de l'État qui va débuter dans quelques minutes. Alors non pas dans la cour d'honneur des Invalides, mais dans ce qu'on appelle la cour du Dôme. Pourquoi? Parce que la cour d'honneur est en travaux actuellement, et donc c'est de l'autre côté des Invalides, du côté de la place Vauban. Vous parliez des communicants tout à l'heure, il y en a un qui était son attaché de presse à Matignon de 97 à 2002, qui a ensuite été Premier ministre, Manuel Valls, qui s'est exprimé il y a quelques minutes. Vous savez, c'est la meilleure des écoles que j'ai eue à ses côtés. C'était la rigueur, au fond, la rigueur du travail, la méthode, la discrétion aussi. On ne pouvait pas parler au nom de Matignon, c'était lui qui exprimait cette parole. Donc moi j'ai appris à ses côtés, ici bien sûr dans les débats publics, mais également à l'étranger. J'étais son porte-parole dans les sommets européens et dans ses déplacements à l'étranger. Donc j'ai beaucoup appris sur la manière de gouverner, sur le respect du Parlement, sur le fait de travailler avec des ministres forts. C'était une sacrée équipe. Voilà, donc j'ai appris ce qu'on n'apprend pas dans les écoles, et c'est pour ça que je lui en suis très reconnaissant. Serge Raffi, sur Manuel Valls. Oui, quand il était justement le DIRCOM de Lionel Jospin à Matignon, pendant les dernières semaines d'avant d'avant la campagne, Jospin était complètement braqué, bloqué sur le fait de rester ou pas à Matignon. Il voulait absolument rester à Matignon. Jusqu'au bout. Dans son entourage, on disait que c'était une folie de faire ça, qu'aucun Premier ministre n'avait jamais réussi à faire ça. Et il y avait donc moi, c'est une époque où je passais du temps avec Lionel Jospin à Matignon, et beaucoup d'entre eux n'osaient pas lui dire ça, qu'il fallait qu'il parte de Matignon. Et Manuel Valls, il peut en témoigner. Attendez, quelqu'un qui annonce sa candidature en envoyant un fax, c'est pas quelqu'un qui obéit à ses communicants. Parce que non, là, c'est pas les communicants. Valls, c'est pas un communicant. Non, mais là, dans les communicants, c'est au-dessus. Mais je veux dire, c'est qu'il n'écoutait pas grand-chose. Pour qu'on comprenne ce que je viens de dire. Et donc, Manuel Valls, comme moi, je voyais régulièrement Lionel Jospin en tête-à-tête, il m'a demandé, comme d'autres à Matignon, de lui dire il ne faut pas rester à Matignon. Et l'anecdote est extraordinaire parce qu'un matin,
Je le vois un samedi matin et je lui dis, monsieur le Premier ministre, je le vous voyais, on n'avait pas de relation de tutoiement, etc. Je lui dis, pardonnez-moi, à mon petit niveau, je pense que ce serait peut-être mieux que vous partiez. Et là, il m'a fusillé du regard. C'était extraordinaire. J'ai vu la puissance de son autorité, là. Et je comprenais qu'effectivement, il avait une autorité énorme sur tous les gens qui l'entouraient. Christelle Méral, on va vous retrouver depuis cette cour devant les Invalides avec la cérémonie qui devrait débuter donc dans quelques minutes avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Quel va être le programme, justement, Christelle ? Alors effectivement, le chef de l'État est attendu d'un instant à l'autre et il va être accueilli par le Premier ministre et le gouverneur de Paris. Et puis ensuite, il va y avoir l'entrée du cercueil dans cette cour des Invalides. Et puis le chef de l'État va prononcer un éloge funèbre, un discours d'environ une vingtaine de minutes. Puis il y aura la sonnerie aux morts, 1 minute de silence, puis la Marseillaise, et ensuite il y aura la sortie du cercueil. Et on a appris, là, il y a quelques minutes, que on va entendre Les Feuilles Mortes, une chanson que Lionel Jospin avait entonnée lors d'une émission télévisée. Et la cérémonie devrait se terminer avant midi. Alors, il faut dire qu'ici, il y a beaucoup de monde, environ 400 invités, à la fois des personnalités politiques et puis des gens qui l'ont côtoyé, des anciens parlementaires, des anciens élus. Et l'Élysée nous indiquait qu'énormément de personnes avaient fait la demande pour assister à cette cérémonie, signe de l'impact que Lionel Jospin a pu avoir sur de nombreuses personnes. Roland Lescure, ministre de l'économie, qui est venu saluer Léon Hidalgo, et Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, que nous voyons debout là au milieu de l'écran. Cérémonie qui va donc débuter dans quelques minutes. Il y a évidemment une certaine réussite économique, on le disait. En tout cas, c'est vrai que c'était une période faste avec une croissance à plus de 3% en 97. Mais c'était aussi, et ça a pu surprendre beaucoup à gauche, une période de privatisation, notamment, Jeff. C'est vrai qu'on présente aujourd'hui Lionel Jospin comme le héros de la gauche orthodoxe, de la gauche plurielle. Effectivement, il faut se souvenir qu'ils sont restés, et les communistes et les écologistes, jusqu'au dernier jour, jusqu'à 2002. Mais malgré certaines décisions, comme la privatisation, il y avait des manifestations où on retrouvait des communistes pendant qu'il y en avait au pouvoir. C'était en 2000 et en 2001. Malgré cela, il faut constater que la politique de Lionel Jospin a été, on ne dirait pas social-libérale, mais adapté aux lois du marché. Et par exemple, moi je me souviens d'un sommet en 1999, en novembre 1999, qui avait lieu à Florence, en Italie. Et autour de Lionel Jospin, ou à côté de Lionel Jospin, on retrouvait, parce que c'était vraiment l'âge d'or de la social-démocratie, Gerhard Schröder, Massimo D'Alema pour l'Italie, Bill Clinton et Tony Blair. Et Lionel Jospin faisait partie de ce club et il assumait finalement cette appartenance à une gauche moderne, à la troisième voie. Et finalement, ça ne posait pas de problème. Et on avait même un certain Jean-Luc Mélenchon qui faisait partie de ces gouvernements après l'an 2000. Vous voyez, donc on a une vision finalement, non pas faussée, mais effectivement, comme vous l'avez dit, un très grand nombre de privatisations, dont France Télécom, le GAN, l'aérospatiale, ont été réalisées pendant son mandat. Il avait eu cette phrase à propos des licenciements chez Michelin, l'État ne peut pas tout, ça avait été un peu le tournant aussi de... Et mon projet n'est pas socialiste, ce qui lui a été reproché. L'arrivée d'Emmanuel Macron, le chef de l'État. Christelle Méral, on vous retrouve sur place sur effectivement cet hommage donc décidé par l'Élysée, en accord avec la famille, on imagine. Emmanuel Macron aux côtés du Premier ministre. Oui, tout à fait. Emmanuel Macron a voulu cet hommage national, d'abord parce que la famille le souhaitait, et puis il y a plusieurs éléments qui étaient importants. Lionel Jospin est l'un des rares premiers ministres à être resté 5 ans à ce poste, et puis c'est une figure, il a marqué les années Mitterrand, une figure du peuple de gauche avec ses réformes emblématiques que vous évoquiez, les 35 heures, le pacte d'union civile, la couverture maladie universelle. Et selon un proche d'Emmanuel Macron, le chef de l'État a de l'estime, du respect pour la personne de Lionel Jospin. Dans son discours, il devrait évoquer une grande rigueur, une grande exigence intellectuelle. Emmanuel Macron qui lundi a salué un grand destin français. L'épouse de Lionel Jospin, de sa sœur Noël Châtelet. Avant l'arrivée du cercueil de Lionel Jospin au son de la marche funèbre qui va faire son arrivée dans cette cour du Dôme devant l'église des Invalides.
Garde à vous! Présentez. En. Lionel Jospin qui sera ensuite inhumé cet après-midi à 14h30 au cimetière du Montparnasse. Et sa tombe qui se situera non loin de celle de Jacques Chirac. Cohabitation jusqu'au bout.
Ce jour, la nation rend hommage à un homme qui fut aimé des siens et respecté de tous. Profondément respecté. Lionel Jospin fut toute sa vie durant un humble militant, cherchant dans la rigueur et la grandeur de l'histoire les moyens de l'accomplissement, menant des combats de justice et de liberté et servant notre République. D'abord, le temps de l'apprentissage. L'enfance et cette conception exigeante de l'existence. Lionel Jospin fut lesté par l'amour et les leçons de sa famille protestante et humaniste. Robert, son père, militant socialiste, laïque, pacifiste, qui révérait Jaurès, doté du sens du verbe et du goût de la culture. Mireille, sa mère, sage-femme, transmettant à toute la fratrie des enfants Jospin cette forme particulière d'esprit, rebelle à l'embrigadement, sensible aux choses humaines, lucide dans le rapport à l'autre. Puis vint le temps des engagements. Après Sciences Po et l'entrée à l'ENA, Lionel Jospin fut de ces jeunes officiers appelés en Algérie, qui, comme Jacques Chirac ou Jean-Pierre Chevènement, refusèrent d'approuver ceux qui se mutinèrent contre De Gaulle. Là, il découvrait les injustices, les affres de ces années, et s'engagea pour les causes de sa génération. L'indépendance de l'Algérie, la décolonisation, puis le refus de tous les totalitarismes. Comme d'autres de son époque, il balança le temps de sa jeunesse entre diplomatie et enseignement, évolution et réforme, trotskisme et socialisme, avant de choisir avec force et résolution, en digne héritier de Jaurès et de Blum, d'emprunter le chemin ouvert par François Mitterrand. Ce fut un choix qui s'imposa, au terme d'un long cheminement politique intime, dont lui seul, au plus profond de sa conscience, savait les tenants et les aboutissants. Ses engagements se cristallisèrent dans le choix du socialisme, qu'il embrassa à sa manière, avec discipline, rigueur, sens de l'absolu. C'est ainsi que ce jeune professeur d'économie, après avoir été reconnu comme tel par Pierre Joxe, puis distingué par François Mitterrand, entra en socialiste dans la vie publique au grand jour. Lionel Jospin fut de cette génération qui accompagna, tout au long des années 70, le premier secrétaire d'un parti socialiste renouvelé depuis le congrès d'Épinay. Dès lors, il décida de suivre François Mitterrand, de congrès en congrès, de motion en émotion, du programme commun aux 110 propositions, de la défaite de 1978 à la victoire du 10 mai 1981. Lionel Jospin demeura fidèle à l'enseignement de Jaurès, socle de son engagement. Fidélité à l'idéal, sens du réel, recherche de la vérité, rigueur de l'action. Après le 10 mai 1981, le président Mitterrand demanda à Lionel Jospin de demeurer rue de Solferino, premier secrétaire du Parti socialiste, premier parti de France. Contrairement à nombre de ses camarades, Lionel Jospin, nouveau député de Paris, n'entra pas au gouvernement. Là encore, fidèle à l'enseignement de Blum, il accepta la mission, garder la vieille maison. Il est vrai que pour Lionel Jospin, l'esprit de rigueur fut toujours inséparable de l'esprit de sacrifice. Il s'acquitta de la mission avec rectitude, tenant uni le parti tout en laissant à Michel Rocard ou Jean-Pierre Chevènement la liberté de défendre ce qui leur tenait à cœur. Et ce faisant, aida
à la réélection de François Mitterrand. Ce n'était pas rien. C'était même beaucoup aux yeux du président. Et c'est pour cette raison qu'il put entrer enfin au gouvernement, ministre de l'Éducation nationale. Dans cette fonction qu'il aima tant, il agit pour offrir à notre jeunesse les moyens de son émancipation, faisant adopter la loi du 10 juillet 1989 qui porte son nom, réformant en profondeur le système éducatif, dans le but de donner à tous les élèves de France l'accès à la liberté par le savoir, alliance de la connaissance et du mérite. L'année suivante, il lança aussi le plan Université 2000 et fut un gardien vigilant du respect du principe de laïcité, tout en se montrant soucieux de préserver la liberté de conscience, dont les protestants savent combien elle fut une conquête de longue lutte. Amené à quitter le ministère, s'ouvrit alors pour lui un temps de réinvention du destin, un temps de liberté. Le Parti socialiste était entré dans un cycle nouveau et ce fut un intense travail de réflexion qu'il mena en conformité avec ses principes, voulant tirer les leçons de la décennie Mitterrand qui s'achevait. En conscience, il voulut redéfinir les conditions de l'exercice du pouvoir quand on est socialiste, héritier de Jaurès, Blum et Mitterrand désormais. C'est ainsi qu'il fut désigné par ses camarades pour être candidat à l'élection présidentielle de 1995, parvenant en tête au soir du premier tour et recueillant 47,3% des voix face à Jacques Chirac au second. Une défaite plus qu'honorable pour un camp qui n'en espérait pas tant. Il fallait relever le gant, disait-il. Redevenu ensuite par devoir premier secrétaire du Parti socialiste, il s'attacha à convaincre les forces de la gauche de former une coalition plurielle. Elle remporta les élections législatives de 1997. Il déclara alors que cette victoire était la preuve d'une soif raisonnée et pressante de progrès réel. Nouvelle preuve que, de son point de vue, seul l'esprit de rigueur rend possible l'idéal. Alors, aux côtés du premier secrétaire, François Hollande, responsabilité éminente ô combien à ses yeux, Laurent Fabius étant alors président de l'Assemblée nationale, Lionel Jospin s'attacha à conduire et animer cette majorité inédite dans la cohabitation avec le président Chirac. Premier ministre, Lionel Jospin se voulut d'une détermination sans faille dans le but de tenir les engagements pris devant les Français. Avec un sens aigu de l'organisation, menant un gouvernement formé de nombreuses personnalités politiques qui ont marqué la vie du pays, animant des équipes encore présentes aujourd'hui et attachées à lui depuis toujours, Lionel Jospin a, durant ces années, modernisé la vie économique, sociale et démocratique de la nation, de manière inédite. Il a contribué à faire entrer la France dans ce siècle qui s'ouvrait. Le gouvernement qu'il menait fit adopter la loi sur les 35 heures, mit en œuvre la couverture maladie universelle, institua la parité dans les élections, réduisit le chômage, soumit à référendum le quinquennat présidentiel. Il fut signataire de l'accord de Nouméa, prenant ses responsabilités sur la Nouvelle-Calédonie et défendit les engagements européens de la France, permettant aussi à la monnaie unique d'advenir. Ce fut aussi le premier gouvernement à reconnaître que l'amour entre personnes de même sexe devait, au nom de l'égalité, être source de droit. Ce fut le Pax ouvert à tous,
première étape vers le mariage pour tous. Chacun ici connaît la suite. La campagne présidentielle, l'étrange soirée du 21 avril 2002 et le choix immédiat de tirer sans hésiter la leçon de l'histoire. Le retrait de la vie politique. Pas par abandon, non. Par franchise. Par sens de l'absolu encore. Par choix. Ainsi, Lionel Jospin demeurait-il fidèle à l'enseignement de Lionel Jospin. Mais il ne s'effaça pas pour autant. Vint le temps de la transmission. Lionel Jospin ne renonça jamais à convaincre du bien fondé de ses choix. Profondément démocrate, il ne se lassa jamais d'expliquer, expliquer encore. Il revêtit de nouveau les habits du professeur d'économie qu'il avait été un temps, après une courte carrière de diplomate. Il expliqua jusqu'au bout à qui voulait l'entendre ce qui lui paraissait juste, nécessaire, certain que chacun peut accéder à la vérité. Et pour convaincre, il avait le goût des autres. Ainsi partagea-t-il son idéal dans le but de faire grandir tous ceux qui croisaient sa route. Membre du Conseil constitutionnel, Lionel Jospin y fut là aussi un gardien guidé par son exigence de sagesse. Un passeur de temps, pour reprendre un titre de Sylviane Agacinski, son épouse, à qui le lie une passion harmonieuse depuis 35 ans. Oui, Lionel Jospin fut un homme de fidélité. Fidélité et fiabilité pour ceux qui l'aimaient. Lionel Jospin était là pour Hugo et Eva, ses enfants si talentueux nés de l'union avec Élisabeth. Lionel Jospin était là pour son épouse Sylviane, pour Daniel, pour tous ses petits-enfants. Fidélité pour ses amis, la bande de la section du 18e arrondissement, Claude Estier, Daniel Vaillant, Bertrand Delanoë, tous les autres, Jean Glavany, Pierre Moscovici, tant de générations de camarades de la rue de Solferino, des amis de Matignon ou les voisins de l'île de Ré. Fidélité à ceux qui partagèrent son chemin, trace de son lien authentique avec chacun. À Paris et en Haute-Garonne, Lionel Jospin connaissait le nom des gens et les choses de la vie. Bonheur simple, plaisir français, aimer, vivre, chanter, lire, rire et vibrer. Des galeries d'art au cinéma, du tennis à l'opéra. Tel était cet homme qui se composa un grand destin français et que beaucoup aimèrent et aimeront encore pour son exigence et sa persévérance. Esprit pluriel qui refusait de séparer éthique et politique, morale et démocratie, intégrité et engagement. Scrupule qui dissout la certitude, surplomb qui interdit l'exaltation, enfant du mérite républicain devenu un homme d'État. C'est ainsi qu'il nous apparaît en cette heure. Un soir de juin, chez lui, à Sainte-Gabelle, en Haute-Garonne, Lionel Jospin est là, lunettes sérieuses et cheveux de neige, prenant en note les résultats qui scandent la victoire de la gauche aux élections législatives de 1997. Sylviane, Eva, Hugo, Daniel l'entourent, puis le brouhaha, les camarades socialistes qui soudain s'engouffrent dans la pièce, soir de liesse, jour heureux, comme au temps du Front populaire que racontait Robert Jospin à son fils. Lionel Jospin se tient dans cette atmosphère de liesse avec une forme de réserve, de gravité. Et soudain, il sourit. Conscient d'avoir accompli sa tâche sans rien avoir renié de lui-même. Conscient aussi de ce qui l'attend.
devoir conduire le gouvernement du pays à la lumière de cette même exigence, fort de ces mêmes qualités. C'est ce qu'il fit. Par-delà la mort, notre mémoire le hissera toujours à cette place singulière. Un modèle pour certains, un adversaire pour quelques autres, pour tous à coup sûr. Un repère dans notre histoire et notre esprit. Au soir de la mort de François Mitterrand, Lionel Jospin avait dit « La mort n'est pas pour moi une occasion de lyrisme. » De lyrisme, non. De reconnaissance de la nation, oui. Sans aucun doute. Alors pour tout cela, merci. Vive la République. Vive la France. L'hommage d'Emmanuel Macron à un homme profondément respecté, militant jusqu'au bout, qui a profondément modernisé la France, dit le chef de l'État à propos de Lionel Jospin. La Marseillaise après l'hommage d'Emmanuel Macron à Lionel Jospin. Voilà pour la partie de cet hommage national qui va se poursuivre dans la cour du Dôme devant l'église des Invalides en présence de toute sa famille. Vous voyez Sylviane Agazinski, les enfants, 3 enfants de Lionel Jospin qui sont également à ses côtés. Nathalie. 2 enfants de son premier mariage et un fils qu'avait Sylviane et qu'il a reconnu et qui est devenu son 3e fils, avec qui il s'entendait parfaitement. Et une famille, j'écoute en entendant homme de culture, c'est vrai que... Et on entend les feuilles mortes. Clin d'œil effectivement à cette chanson qu'il avait
chanté lui-même dans une émission de Patrick Sébastien. Vous avez raison, Javier Tambert. En 94, c'était l'émission Carnaval sur TF1. Encore une fois, c'était pour casser les codes et casser son image d'homme austère. Il avait effectivement poussé la chansonnette et chanté. Et on se souvient de ses archives devant la France entière. Et donc, peut-être, on va écouter les feuilles mortes. Voilà pour cette reprise par l'orchestre de la garde républicaine des Feuilles mortes. On disait qu'il avait donc interprété sur cette émission de Patrick Sébastien en 1994. 1984. Et il y aura, Nathalie, on le disait, donc les obsèques, notamment donc à 14h30, une cérémonie là aussi ouverte au public. Ouverte au public. Et qui sera là aussi très politique. Très politique parce que contrairement à ce qui se passe parfois, c'est-à-dire que le cimetière c'est vraiment le lieu un peu de la famille et des amis, là il y a des emblèmes de son gouvernement et de la politique. Il y aura une prise de parole de François Hollande, une prise de parole de Martine Aubry, une prise de parole de Daniel Vaillant, qui fut son ministre de l'Intérieur, et une prise de parole de Pierre Moscovici. Donc ce sont des discours politiques, qui sont probablement plus en austérité, comme on l'a dit au début, que ces penchants, si j'ose dire, dans le sentiment, même si on voit qu'il y a l'émotion de la famille et tous ceux qui sont au premier rang.
La sortie du cercueil de Lionel Jospin, suivi par sa famille et le président de la République. Dans la cour du Dôme des Invalides, on va vous retrouver, Sophia Dolé, juste à côté, place Vauban, aux côtés de Français qui ont suivi cette cérémonie, et notamment quelqu'un qui avait bien connu Lionel Jospin à l'île de Ré, là où il avait sa maison de vacances. Il se rendait souvent. Oui, exactement. Je suis donc avec Marc qui a assisté à toute la cérémonie. Et donc, vous l'avez croisé à plusieurs reprises sur l'île de Ré, puisque vous habitez en partie là-bas. Quelle image vous garderez de lui ? Écoutez, c'est un homme qui a l'apparence un peu austère, mais en fait, dans le privé, c'était quelqu'un de très, très chaleureux, très, j'allais dire, souriant, très simple, voilà. Et vous disiez que il était aussi, c'était un homme politique symboliquement fort. Pourquoi ? Quelle image il renvoyait ? Surtout qu'il renvoie une autorité politique qui n'était pas du tout, qui est d'une sincérité qu'on appréciait beaucoup à l'époque, et ce qui manque beaucoup maintenant, voilà. Donc je lui ai dit plusieurs fois, mais vous manquez à notre République. Et il me répondait, non, il y en a d'autres qui feront aussi bien que moi. Voilà. C'était quoi, son humilité qui vous marquait ? Oui, c'est son humilité, et puis sa droiture, voilà. Et la dame a raison. Merci beaucoup, Marc, merci beaucoup. Et donc vous le voyez, cette cérémonie qui vient tout juste de se terminer ici. Lionel Jospin à l'île de Ré, effectivement, qui avait aussi beaucoup de bateaux. Il avait un Tofino notamment, qui est un bateau un peu traditionnel de l'île de Ré. Serge Raffi, c'est vrai que c'est aussi un sportif, compétiteur, en basket notamment. Il avait beaucoup été présent, très sportif, Lionel Jospin. Il était joueur, il était ailier droit de l'équipe de La Ferté-sous-Jouarre, dans l'Est parisien. Et il jouait beaucoup et c'était un très très bon joueur, effectivement. Il a toujours suivi d'ailleurs le championnat de France de basket. C'était un lecteur quotidien de l'équipe. Il ne pouvait pas vivre sans lire l'équipe, comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il était très sportif, mais là, plus pour l'île de Ré. L'île de Ré, c'est très intéressant en fait, parce que pourquoi l'île de Ré, le soir de la tragédie entre guillemets du 21 avril 2002, donc c'est vrai, il est secoué, il part comme en exil. C'est son île d'Elbe quelque part, hein, ce départ. Il part très vite sur l'île de Ré. Il part très vite l'île de Ré, et puis au bout de quelques mois, même mais très vite. Ça le démange, c'est évident que ça le démange de revenir en politique. Et il va pendant plusieurs années tenter de tout doucement montrer que l'idée d'être candidat à nouveau à l'élection présidentielle n'est pas complètement saugrenue. Il a laissé comme ça des petits cailloux. Malgré sa promesse de se retirer de la vie politique. Bien sûr. Et d'ailleurs, il a dit, si mes amis socialistes m'appellent, on verra. Donc il a lancé ce message, si mes amis socialistes m'appellent. Le problème, c'est que les amis socialistes ne l'ont jamais appelé. Jeff, revenons sur ce 21 avril 2002. C'est vous qui suivez la campagne de Lionel Jospin pour France Télévisions, à ce moment-là, pour France 2. On parlait de coup de tonnerre. Et pourtant, vous l'avez vu, ça pas vraiment. Il y a eu des signes annonciateurs. Il y a eu des signes annonciateurs. Alors, si vous voulez, on va faire une sorte de flashback. On commence par ce qui se passe le 21 avril. Ce qu'il faut savoir, et qui est toujours assez édifiant quand on le rappelle, c'est que Lionel Jospin, lui-même, lorsqu'il est arrivé à son local de campagne, il était environ 19h, on appelait ce local l'Atelier, c'était rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de Paris. Eh bien, il n'est pas au courant de ce qui va être annoncé à 20h à la France entière, alors que... Vous le saviez, comme tous les journalistes. Comme d'autres journalistes, et comme surtout, on a vu tout à l'heure, où on l'a pas vu, mais disons, il faisait partie de cet entourage, Gérard Le Gall, qui était un monsieur dont on ne parle plus aujourd'hui. Monsieur Sondage du PS. C'était Monsieur Sondage du PS, et à chaque élection, Lionel Jospin, chaque élection du PS, recevait un coup de fil vers 18h, 18h15, pour lui donner les tendances pour d'autres élections législatives, municipales. Et là, pas de coup de téléphone, et Lionel Jospin, n'imaginant pas ce qui pouvait se passer, arrive effectivement dans ce local sans savoir. Et lorsqu'il monte les étages, il y avait un grand escalier, c'était un bâtiment ancien, et donc on le voit monter à grandes enjambées, effectivement toujours ce côté sportif, ces escaliers, qu'il arrive là-haut, il ouvre la porte de la War Room, comme on disait, on avait repris le vocabulaire de la campagne de Clinton, où il retrouve tous ses conseillers, tous ses amis, et là, on lui annonce la terrible nouvelle. Mais ce qui est fou, c'est que lui est le dernier au courant. Le dernier, non, mais de tout son entourage, cas, de tous les journalistes qui étaient présents sur place. Claude Barthelone, pour ne citer que Jean Glavany, son directeur de campagne, sont au courant.
mais lui ne l'est pas. Et ce qui rend cette soirée encore plus dramatique, si on peut dire, c'est que les autres, tous ses amis, eux ne sont pas au courant de ce qu'il va faire 2 heures plus tard en annonçant son retrait de la vie politique. On en parle dans une minute. Sauf Et d'abord, François Hollande. Sophia Dolé. Ah bah oui, Juste avant d'en reparler, Sophia Dolé, on va vous retrouver avec là aussi un jeune électeur de gauche présent pour cette cérémonie. Oui, exactement, je suis avec Mathis qui a 23 ans. Mathis, vous me disiez que vous avez assisté à toute la cérémonie et vous me disiez, je vous cite, que Lionel Jospin représente la gauche qui changeait la vie des gens. Pourquoi exactement ? Parce que c'est vrai qu'effectivement Lionel Jospin a permis de mener à bien des réformes qui effectivement changeaient concrètement la vie des gens. Voilà, les 35 heures, le Pacs pour les personnes LGBT, des lois aussi pour la parité homme-femme. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était différent d'aujourd'hui. Et puis il prenait aussi une gauche plurielle. Et je pense que la question de l'union de la gauche, elle n'a jamais été aussi centrale qu'aujourd'hui, encore aux élections municipales qui viennent de se terminer. Voilà. Pour vous, Lionel Jospin, le symbole de Lionel Jospin est encore plus fort aujourd'hui quand vous voyez la gauche aujourd'hui, c'est ça ? C'est vrai qu'aujourd'hui, la gauche, elle a du mal, effectivement, sur la question de l'union de la gauche plurielle, elle a du mal à s'entendre et elle se tape beaucoup dessus, alors qu'elle ferait mieux d'être peut-être un peu moins divisée pour essayer de revenir au pouvoir. On a vu en 2024 qu'elle avait réussi à s'unir et à arriver en tête des législatives, donc ce serait bien de perpétrer cet élan-là. Et effectivement, oui, sa position par rapport à la gauche plurielle, effectivement, elle résonne fort aujourd'hui. Merci beaucoup Mathis, et donc vous le voyez, Lionel Jospin qui a traversé finalement les générations, notamment chez les électeurs de gauche. Et c'est intéressant de voir effectivement cette nostalgie de tous ces électeurs de gauche qui reparlent bien sûr de la gauche plurielle. Lionel Jospin qui encore ces derniers mois, ces dernières années parlait de l'état de la gauche et était, Nathalie, il faut le dire, très critique, notamment vis-à-vis d'un Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il a été favorable au début en considérant que l'union au moment de la NUPES, qu'il devait y avoir un rassemblement, parce que c'est un homme de l'époque on est tous à gauche, c'est un homme de cette époque où la gauche plurielle, c'était une sorte de rêve, et c'était surtout la seule façon de gagner le pouvoir. Serge Augef le répétait tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon a été pendant 2 ans son ministre délégué à la formation professionnelle, et après l'évolution de Jean-Luc Mélenchon dans un discours relativement violent et relativement loin de ce qu'avait été le socialisme de Lionel Jospin, et a été beaucoup plus critique en considérant qu'il n'était pas un homme d'État et en étant relativement violent. Mais Lionel Jospin était toujours avec un œil sur la politique, même à 88 ans, puisqu'il a soutenu Emmanuel Grégoire, qui était son union de la gauche, un peu aimée, c'est-à-dire celle avec les écologistes, les socialistes, mais pas LFI, parce qu'il était extrêmement critique. Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet il y a quelques minutes disant qu'il avait été invité par l'Élysée, mais à la dernière minute, à 9h30 seulement, et qu'il n'a pas pu se rendre, donc c'était un peu trop tard. Visiblement, il n'était pas en tout cas sur la liste donnée par la famille. Ça n'est un secret pour personne. Jeff. Lionel Jospin était devenu une sorte de sage, de conscience de la gauche. Et l'une de ses dernières interventions publiques, en 2025, avait consisté à dire que ses camarades socialistes, on était à l'époque sous le gouvernement Bayrou, ne devaient pas voter la censure. Alors vous voyez, on est toujours dans une sorte d'actualité. Et il le disait comme une sorte, encore une fois, de référence. Et il avait été écouté à l'époque par bon nombre d'entre eux, alors qu'ils étaient plutôt... avait envie de vanter la censure. Voilà, et lui, l'homme de gauche, l'homme qui avait fait la gauche plurielle et qui était toujours, comme Nathalie le rappelait, prêt à défendre les candidats de gauche sur le terrain, il disait il faut être responsable. On va parler effectivement de l'homme, vous parliez de l'austère qui se marre, c'est évidemment la phrase de Lionel Jospin. Et évidemment, en 2010, il avait accepté de jouer son propre rôle au cinéma. Dans le film Le nom des gens de Michel Leclerc, il était face à Jacques Gamblin, qui jouait un militant socialiste dont le rêve était de rencontrer Lionel Jospin. Et Lionel Jospin joue donc son rôle en 2010. Vas-y, ouvre. Lionel, vous me faites pas entrer? Si, rentrez. Bonjour. Bah, rentrez. Ah mais vous êtes un fanatique des oiseaux. Oui. Ça, c'est un canard mandarin. Ex-gallet siculata. Bah, venez. Vous voulez voir quoi? D'où vient Jospin, le nom, Jospin, votre nom? Jospin, c'est un nom d'origine flamande. Mes ancêtres, si je peux dire,
sont descendus avec les troupeaux pour aller dans les usines textiles dans le nord de la France, venant des Flandres. Il n'y a qu'une famille, il n'y a qu'un groupe familial qui s'appelle Jospin. Donc si je croise un Jospin, c'est forcément d'une certaine façon de ma famille. Votre cousin, quoi. Oui. Vous n'avez pas d'homonyme, vous. Et comment Baya a réussi à vous convaincre de venir ici? Ah, mais ça se dit pas, c'est un cadeau. Rassurez-vous, Arthur, Baya m'a parlé de ses irrésistibles méthodes politiques, mais comme j'étais déjà de gauche, elle n'a pas eu à me séduire. Très bien. Dommage, d'ailleurs. En fait, elle m'a dit, j'ai mon ami qui est jospiniste. Je me suis dit, un jospiniste aujourd'hui, c'est aussi rare qu'un canard mandarin dans l'île de Ré. Alors, je suis venu et je suis heureux d'être avec vous deux. Moi de même. Jospin qui était même allé au Festival de Cannes, Cannes cette avec année-là Sylviane et qui avait pour monté les vendre marches. Non, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas Lionel Jospin, qui d'ailleurs joue plutôt bien, alors il joue son propre rôle. Et on apprend d'ailleurs dans ce film, ce qui est vrai, hein, c'est que son nom est d'origine flamande, que je ne savais pas du tout. Mais on voit bien cette autodérision dont il savait aussi faire preuve et ce recul, même si c'est un film. Je pense que, quelque part, malgré cette blessure immense du 21 avril 2002, il savait regarder les choses en face et peut-être même pardonner, on parlait des 8 candidats de gauche, à certains, pas à tous, puisqu'il est resté fâché avec Jean-Pierre Chevènement jusqu'à la fin. Mais bon, il savait prendre du recul sur ce qui s'était finalement passé. Serge Raffi, justement, cette union de la gauche qu'il avait à la fois réussi à faire et qui a causé sa perte. Je pense qu'on l'a un petit peu édénisé, si je puis dire. On a un peu sublimé cette période de la gauche plurielle comme étant formidable, mais pour une raison assez simple. C'est que le Parti socialiste était hégémonique. Le Parti socialiste était très fort. Et donc, le débat qu'il y a autour de l'union de la gauche est toujours le même. Pourquoi Mitterrand a attendu aussi longtemps? Il a attendu, lui, après le congrès d'Épinay, de réussir à devenir hégémonique au sein de la gauche pour pouvoir mettre le Parti communiste, non pas comme étant, justement, il n'est plus à la merci d'un chantage d'aucun autre parti politique. Et François Hollande a fait strictement la même chose en 2012, la même chose quand il était premier secrétaire. Il a fait exactement la même chose. Petite anecdote sur François Hollande. Avant le 21 avril, genre 15 jours avant, François Hollande a eu une discussion avec Lionel Jospin sur le thème « Il faut absolument faire partir Christiane Taubira ou Chevènement, il faut absolument qu'il parte. Voilà. » Et là, il faut leur faire renoncer à ses candidatures. Mémorable, c'est-à-dire que Jospin pique une colère terrible, à tel point que les gens qui sont à l'extérieur pensent qu'ils sont en train de se battre, qu'ils en sont venus aux mains. Donc il y avait vraiment une tension au sein de l'état-major à ce moment-là, qui était vraiment très très forte. Mais lui refuse jusqu'au bout d'appeler au vote utile. Moi j'ai une thèse, je pense qu'il ne voulait pas être président de la République. Ça, c'est effectivement ce que vous avez 2 fois vous le dites. 2 fois, mais je le redirai toujours. Vous le pensez. Oui, non, mais on l'entend bien que c'est votre conviction. Juste pour conclure, c'est le seul, peut-être, à ma connaissance, qui est passé à Matignon et qui a été heureux du début jusqu'à la fin. L'enfer de Matignon, c'était pas une réalité. Édith Cresson a dit, il y a 2 moments qui sont agréables quand on va à Matignon, c'est quand on arrive et quand on repart, parce qu'on est soulagé. Et lui a aimé ça, n'est pas sorti exsangue, ni épuisé. Grand homme d'État. Voilà. Et c'est vrai qu'il s'est beaucoup occupé il travaillait sans interruption. Les obsèques donc, de Lionel Jospin qui seront célébrées, je le disais, cet après-midi à 14h30 au cimetière du Montparnasse, en présence donc, de nombreuses personnalités de gauche et sa famille. Public, c'est-à-dire qu'il y a un appel à tous les Français qui souhaitaient venir avec une rose et la déposer sur le cercueil. Merci à vous tous. Merci Serge Raffi. Je rappelle votre livre, il y a toujours d'actualité pour connaître ce Lionel Jospin intime, Secret de famille, qui a été publié chez Fayard en 2001. Merci à toutes nos équipes, nos reporters sur le terrain, les équipes techniques de France Télévisions et toute l'équipe des éditions spéciales. Tout de suite, Cyril Ferraud, tout le monde veut prendre sa place. 13h, Julien Bugier. Merci pour votre fidélité. Belle journée.